Dans cette transformation, il y a deux réactifs à gauche, les réactifs A et B, et un produit formé à droite, le produit AB2. Les coefficients stoichiométriques de cette équation sont 1A, 2B et 1AB2. Dans le cas de la simulation 4, nous ne sommes pas dans les proportions stoichiométriques. Effectivement, il faut être dans les proportions 1A pour 2B. Il est nécessaire de rajouter une deuxième particule B pour pouvoir produire la molécule AB2. Dans le cas général, pour un nombre quelconque de particules A et B initiales, l'expression est toujours la même. Si l'on fait apparaître le coefficient stoichiométrique pour la particule A, en respectant l'ordre des réactifs dans l'équation de la transformation, nous obtenons l'expression suivante. L'intérêt de cette écriture est de faire apparaître sous chacune des quantités de matière initiale le coefficient stoichiométrique correspondant à la particule. Voici un nouvel exemple pour mieux comprendre. Avec l'équation 1A plus 1B qui donne 1AB, les proportions stoichiométriques initiales des réactifs sont 1 et 1. Par conséquent, il faut vérifier NaI divisé par 1 est égal à NBI divisé par 1. Dans ce nouvel exemple, il faut une particule A pour une molécule B2 pour obtenir une molécule AB2. Si l'on note Na0 le stock initial de particules A et NB20 le stock initial de molécule B2, alors pour être dans les proportions stoichiométriques, il faut Na0 divisé par 1 égale NB20 divisé par 1. Ici, il faut 3 pour 5B. Pour être dans les proportions stoichiométriques dans l'état initial, il faut donc que NaI divisé par 3 est égal à NBI divisé par 5. En prenant un exemple de transformation chimique, ici avec un atome de carbone, il faut 2 molécules de dihydrogène. Pour être dans les proportions stoichiométriques dans l'état initial, il faut donc vérifier que la quantité de matière initiale de carbone divisée par 1 est égale à la quantité de matière initiale de dihydrogène divisée par 2. Dans ce dernier exemple, deux molécules de dihydrogène doivent réagir avec une molécule de dioxygène. Pour être dans les proportions stoichiométriques dans l'état initial, il faut que la quantité de matière de dihydrogène initiale divisée par 2 soit égale à la quantité de matière de dioxygène initiale divisée par 1. Dans la prochaine simulation de cette vidéo, posons-nous la question de savoir quel sera le réactif limitant. Dans l'état initial de la simulation, au départ, il y a 20 particules A pour 10 particules B. Quelle est la valeur du quotient pour le réactif A? Au départ, il y a 20 particules A, le quotient vaut donc 20 sur 1, soit 20. Pour le quotient des particules B, il y a au départ 10 particules B, donc le quotient vaut 10 sur 2, soit 5. Le quotient à gauche est plus grand que celui à droite, le plus petit quotient est donc NBI sur 2 qui vaut 5. Dans cette simulation, le réactif limitant est donc le réactif B. Voici le tableau d'avancement dans le cas général pour la transformation A plus 2B qui donne AB2. Lors de la construction du tableau d'avancement, il faudra faire preuve de vigilance lors de l'utilisation des coefficients stoichiométriques de l'équation de la transformation. Les coefficients stoichiométriques interviennent devant la valeur de x dans l'état intermédiaire et ils interviennent devant la valeur de x max dans l'état final. On retiendra que dans un tableau d'avancement, le coefficient stoichiométrique apparaît uniquement devant la lettre x. Dans le cas général pour la transformation totale A plus 2B qui donne AB2, pour être dans les proportions stoichiométriques, il faut que NaI divisé par 1 soit égal à NBI divisé par 2. Dans l'état final, les réactifs ont totalement disparu, leur quantité de matière finale est nulle. Finalement, la valeur de x max correspond au rapport NaI sur 1 et il correspond aussi au rapport NBI sur 2. Dans le cas général pour la transformation A plus 2B qui donne AB2, si A est le réactif limitant, alors NaI divisé par 1 doit être plus petit que NBI divisé par 2. Comme A est le réactif limitant, il aura totalement disparu dans l'état final, la quantité finale de particules A est nulle. Finalement, la valeur de x max est donnée par le rapport NaI sur 1. Et il faut retenir qu'il s'agit du plus petit quotient initial, en effet, NaI sur 1 est plus petit que NBI sur 2. Si B est le réactif limitant, alors NaI sur 1 doit être plus grand que NBI sur 2. Comme B est le réactif limitant,
il aura totalement disparu dans l'état final. La valeur finale du nombre de particules B vaudra 0. Par conséquent, la valeur de Xmax est égale à NBI sur 2. Il s'agit du plus petit quotient initial, en effet, NBI sur 2 est plus petit que NAI sur 1. Pour conclure, comment déterminer le réactif limitant dans le cas de la simulation 4 ? Comme nous l'avons vu précédemment, il existe deux cas de figure. Soit A est le réactif limitant, alors NAI moins Xmax est égal à 0, et l'on en déduit que Xmax vaut NAI sur 1. Soit B est le réactif limitant, alors NBI moins 2Xmax vaudra 0, c'est-à-dire Xmax est égal à NBI sur 2. Le réactif limitant sera celui pour lequel la valeur calculée de Xmax sera la plus petite. Le réactif limitant sera aussi le réactif pour lequel le quotient du nombre de particules initiales divisé par le coefficient stoichiométrique sera le plus petit. Pour terminer cette série de vidéos, nous pouvons généraliser à l'ensemble des tableaux d'avancement pour n'importe quel coefficient stoichiométrique. Considérons la transformation faisant appel aux réactifs A et B. Plaçons devant le coefficient stoichiométrique petit a pour le réactif A et petit b pour le réactif B. Petit a est le coefficient stoichiométrique de grand A et petit b est le coefficient stoichiométrique de grand B. Dans ce tableau d'avancement, nous ne nous intéressons qu'aux réactifs parce que dans les proportions stoichiométriques, il faut comparer les quantités de matière initiale des réactifs. Pour cette équation généralisée, pour être dans les proportions stoichiométriques, il faut vérifier que NAI divisé par A égale NBI divisé par B. Si A et B ont été introduits dans les proportions stoichiométriques dans l'état initial, alors leur quantité de matière est nulle dans l'état final. La valeur finale de l'avancement Xmax vaudra NAI divisé par A et vaudra également NBI divisé par B. Si A est le réactif limitant, il faut vérifier que NAI sur A soit plus petit que NBI sur B. Comme A est le réactif limitant, il aura totalement disparu dans l'état final. L'avancement maximal correspond alors au quotient NAI divisé par A. Il s'agit du plus petit quotient initial, en effet NAI divisé par A est plus petit que NBI divisé par B. Si B est le réactif limitant, il faut vérifier que NAI divisé par A soit plus grand que NBI divisé par B. Comme B est le réactif limitant, il aura totalement disparu dans l'état final et la valeur finale sera nulle. La valeur de Xmax sera alors NBI divisé par B, et il s'agit du plus petit quotient initial parce que NBI divisé par B est plus petit que NAI divisé par A. Comment déterminer le réactif limitant dans le cas d'une équation généralisée ? L'ensemble des vidéos et l'ensemble des simulations ont permis de montrer qu'il y a deux hypothèses. Si A est le réactif limitant, alors NAI moins A fois Xmax vaut 0, et donc Xmax est égal à NAI sur A. Si B est le réactif limitant, alors NBI moins B fois Xmax vaut 0, et donc Xmax est égal à NBI divisé par B. Le réactif limitant sera celui pour lequel la valeur calculée de Xmax sera la plus petite. Le réactif limitant est aussi celui pour lequel le quotient sera le plus petit. Si NAI divisé par A est le quotient le plus petit, alors Xmax aura la valeur la plus petite et le réactif limitant sera le réactif A. Si le quotient NBI divisé par B est le plus petit, alors Xmax aura la valeur la plus petite et le réactif limitant sera le réactif B.